Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Soucaz des Soucaz. Bonjour Daniel Soucaz. Bonjour. Directeur de la régie du Pic du Midi. Ouais, directeur de la régie et de son syndicat mixte, puisque c'est plutôt la régie du syndicat mixte. Et effectivement, sur le Pic, on a et la partie touristique, puisqu'on n'est que concessionnaire de l'État, et il reste fort heureusement la partie scientifique. Que vous co-gérez ? Non, on ne co-gère pas, c'est-à-dire que nous, moi je suis directeur, on est en charge des infrastructures d'accès, des deux téléphériques, des infrastructures de vie avec tout ce qui est énergie, eau, assainissement, et également des infrastructures de vie avec la restauration ou autre, quoi, voilà. Et ensuite de l'exploitation touristique dans sa globalité. On reviendra sur tous ces points qu'on essaiera de disséquer et de développer. Le Pic du Midi, depuis la plupart des parties de notre département, on peut le voir et on le reconnaît parce qu'il y a des bâtiments. Et si on est un peu plus près, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'antennes, de coupoles. Depuis quand ils sont là, ces bâtiments ? Quand est-ce qu'on a eu les premières activités au Pic du Midi ? Et quand est-ce que les premiers bâtiments ont été construits ? Ça fera bientôt 150 ans. C'était 1878 avec nos ancêtres Nansouty et Vossena, un ingénieur et un général, qui au départ s'étaient installés dans une hôtellerie puisque tout le territoire était déjà touristique. On avait nos stations thermales avec la haute société. Ça a commencé avec Napoléon III. Et 1852, l'hôtellerie de Sancourt. Donc au col de Sancourt, il y avait une hôtellerie. Et des érudits surtout qui venaient s'installer là et passer du temps sur de la botanique, de la météo, et pas obligatoirement de l'astronomie. Et Nansouty et Vossena se sont installés dans cette hôtellerie et s'étaient engagés à faire des relevés météo, dont un tous les jours à midi en haut du pic. Sauf que les conditions hivernales étaient rudes, et encore plus à cette époque-là qu'avec ce réchauffement climatique malheureux qu'on connaît. Mais ils ont battu quasiment 2 jours pour redescendre en vallée. Sur un hiver, ça a été catastrophique. Donc, et puis, cette grosse avalanche qui démarre depuis le pic, qui traverse les laquais pour finir juste contre l'hôtellerie, ils ont décidé de venir construire. Donc, c'était 1878 et au départ, c'était sur des relevés météo. Alors pourquoi des relevés météo au sommet du Pic du Midi ? Quel intérêt particulier ça avait ? Mais l'intérêt, c'était de connaître un peu la montagne, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des relevés en vallée, mais on ne savait pas trop ce qui se passait sur la haute altitude. Et c'est vrai qu'ils avaient, à une époque, il y a eu de grosses inondations, et ils avaient prévu avec déjà... dans le cycle des hautes températures, ils avaient prévu des inondations suite à une grosse chute de neige, et ils avaient prévenu qu'il y aurait des inondations sur la partie pleine depuis le pic. Donc c'était le but, c'était les débuts de la météo sur le rôle préventif et les conditions malheureusement de chute exceptionnelle et de réchauffement qui avait fait qu'il y avait eu réellement ces inondations. Donc ça a commencé par cette météo, et l'astro est vite venu avec une grosse histoire scientifique autour du chronographe qui a été inventé en 1930 par Bernard Liot sur le pic, qui est toujours en activité, avec le travail commandé par la NASA et réalisé en partie depuis le pic sur la cartographie de la Lune qui a permis l'alunissage d'Apollo 69. Enfin, une grosse histoire scientifique, mais aussi, et moi j'aime à le rappeler, une grosse histoire humaine, puisque ces érudits passaient tout l'hiver là-haut. On avait des porteurs qui acheminaient et les matériaux, mais surtout de quoi vivre. Ils vivaient dans des conditions très dures, nos scientifiques là-haut, et on avait nos hommes du territoire solides qui montaient tout au long de l'année avec les mules l'été, mais à pied avec des skis de bois, enfin des skis. On n'en ferait rien aujourd'hui, mis à part les mettre à la cheminée, quoi. Et voilà. Les premiers bâtiments en dur avec les premières coupoles, ça date de quand ? La première coupole, c'est la coupole dans laquelle, c'est la coupole dans laquelle aujourd'hui on y a construit le planétarium, et elle date de 1908.
Donc la première, c'est la plus grande avant celle de 80 qui abrite le télescope Bernard-Lyot, mais c'est une très belle coupole et on l'avait nous dans la partie concédée par l'État et on y a construit le planétarium dans nos gros travaux de 2018. Mais c'est la première coupole. Alors, toutes ces activités scientifiques, Daniel Zoukaz, elles ont conduit à se poser la question du devenir du pic. Et à un moment donné, je sais, pour être monté au pic en 1989. En 1989, c'était la vétusté gagnait les bâtiments du pic. Et donc, ce pic, il était voué à la disparition. Il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu l'épisode avant-guerre, il y a eu l'épisode après-guerre où on a annoncé des fermetures. Un coup, c'est le privé qui est venu sauver les bâtiments d'État. Après, c'est l'État qui est venu sauver ce que le privé a essayé de construire sur le pic. Et dans ces années-là, effectivement, les scientifiques s'en sont inquiétés puisqu'ils ont lancé en 93 Pic 2000, une grosse réflexion sur l'ouverture au tourisme pour effectivement sauver la science. Et les scientifiques n'ont pas réussi. Et en 95, l'État a annoncé la fermeture du pic au 1er janvier 98. C'était décidé, c'était acté. Et heureusement, on a eu une grosse mobilisation. Alors une mobilisation, ce sont les hommes. Et j'ai plaisir à rappeler autour de François Fortassin, qui était président du conseil départemental à l'époque et sénateur. Et c'est vrai qu'il a su mobiliser avec le préfet du Sour à l'époque. Ils ont su mobiliser tous les élus. Et c'était pas simple puisqu'il était conseiller régional. Et c'était sous Sancy, c'était de l'opposition politique. Et il y a eu un consensus politique autour du pic. Et c'est un consensus qui dure encore. C'est-à-dire qu'autour du pic, on n'a jamais vu de débat d'opposition politique proprement dite sur ce sujet-là. Et donc en 98, la fermeture des friches industrielles, dont François Fortassin, dès la première année, en 95, a commencé à faire quelques travaux avec le conseil départemental pour essayer de sauver quelques fuites d'eau dans les chambres. Enfin, c'était un état complètement délabré. Malheureusement. Et donc en 96 a été créé le syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic, avec la région, le département et les petites collectivités, c'est pas péjoratif, mais les Bagnères de Bigorre, Campan, Cers, Barège, donc les deux côtés du col du Tourmalet, avec la communauté de la Haute-Bigorre, la régie intercommunale du Tourmalet et la commission syndicale de la vallée de Barège. Ça, c'était les petites collectivités. Un syndicat a été créé. Une concession de travaux et de services publics a été signée avec l'État pour 30 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2029. Et le syndicat s'était engagé à sauver la science. L'objectif principal, c'était le sauvetage très rapide de la science, parce qu'il fallait prouver quand même que la science pourrait continuer à œuvrer sur le site. Et la peur, c'était qu'on se lance dans des travaux, qu'on arrête toute recherche et que les recherches ne redémarrent pas. Et le président Fortassin a été suivi par la communauté scientifique, par Blanc, le directeur à l'époque de l'Observatoire Midi-Pyrénées, et le syndicat a investi, alors aidé grandement par l'Europe et par les collectivités qui étaient la région et le département. Donc il y a une répartition dans le syndicat, 45 régions, 45 départements, une répartition financière et 10% peut-être petites collectivités. Donc 40 millions d'euros ont été investis entre 96 et 2000. Donc l'ouverture du pic a été en grande pompe inaugurée le 1er juin 2000. Donc pour arriver là, quand même, le problème a été scientifique. C'est-à-dire que le pic du Midi, qui avait une situation exceptionnelle comme observatoire, a été concurrencé par des observatoires dans des lieux encore plus propices comme au Chili, concurrencé par les observatoires en satellite. Donc pendant un certain temps, on a cru que le pic du Midi ne jouerait plus de rôle scientifique. Et alors, qu'est-ce que sur le plan scientifique a relancé l'activité? Ce qui a relancé l'activité, c'est déjà nos accès
qui ont été facilitées. La qualité de vie, tout d'un coup, il y a eu un niveau de confort quand même totalement différent de ce qu'ils connaissaient. Et puis, il y a eu cette remise en cause, effectivement, avec les programmes européens ou internationaux, entre Hawaï, entre le Chili, entre les Canaries. Tout le monde s'est dit ça va être compliqué. Et en soi, ils ont su prendre les virages. Les virages importants, et puisque le coronographe aujourd'hui, il n'y a qu'un scientifique qui est responsable du coronographe, et il s'appuie sur des amateurs. Et on a 365 jours sur 365, avec le beau temps bien sûr, des amateurs qui font les photos et qui continuent à œuvrer sur une base de données qui est envoyée tous les soirs sur une base internationale, et les éléments terriens les relevés sont aussi importants que ce qu'aujourd'hui on est capable de faire dans l'espace, puisque l'analyse de la couronne solaire, elle se fait aussi depuis les satellites. Sur l'environnement, ils ont une plateforme environnementale, puisqu'il faut quand même rappeler que l'Observatoire du Pic, c'est qu'une entité de l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui eux sont une entité également de l'Université Paul Sabatier, et ce sont près de 1005 salariés et chercheurs sur l'Observatoire Midi-Pyrénées. Donc ils ont su s'orienter sur la partie sur l'atmosphère, sur le climat, sur tout un tas d'éléments qui sont vraiment aujourd'hui qui intéressent et les scientifiques, mais aussi la population et tout lambda qui s'intéresse à la science ou à son environnement de vie. Sur le télescope Bernard Liot, ils ont un gros projet, puisqu'ils sont SPIP, ils l'appellent, c'est une copie de Spirou. Ils sont en train de travailler sur les exoplanètes, et c'est d'un niveau international, et c'est un projet à 4,5 millions. Et surtout, on parlera de la partie scientifique après, mais 20 ans après cette annonce de fermeture, ils sont en train de construire une trentaine de couchages sur le pic, qui devrait finir dans un an ou deux. Je crois qu'ils ont pris malheureusement du retard, pour former les étudiants en astrophysique, les masters, que ce soit les Toulousains ou les Bordelais, mais aussi recevoir sur de la formation des étudiants Donc la partie scientifique, européens. C'est une partie fondamentale et majeure de l'activité du Pic du Midi. C'est une partie fondamentale et majeure, et c'était l'objectif tracé par Fortassin à l'époque. C'est vrai qu'on n'a pas obligatoirement travaillé sur du positionnement marketing, on en parlera après, mais on a voulu sauver la science et faire en sorte qu'elle continue à travailler, à œuvrer, à exister. Et contrairement à ce qu'on a cru à une époque, et il faut le rappeler, la science d'un niveau international est pratiquée quotidiennement et tout au long de l'année sur le pic, et maintenant il s'oriente sur de la formation, ce qui représente encore plus d'avenir pour notre site en termes scientifiques. Et j'avais plaisir à dire sur un comité de pilotage qu'on a eu en préfecture avec notre président Jean-Louis Casebon, que le Pic 2000, 20 ans après, c'est quand même une réussite, quoi. On parlera de la partie touristique après, mais l'objectif, le premier, c'était de développer un lieu touristique. Je pense qu'on s'est pas trop mal pris et qu'on y réussit. Et surtout, c'était de sauver la science. Et ça, c'était loin d'être gagné. Et 20 ans après, ça aurait pu être la conclusion de notre entretien, mais 20 ans après, le pari est quand même gagné. Mais ça veut dire aussi que tout ce travail qui a été fait sous l'égide vous l'avez rappelé, de François Fortassin et de Jean Dussour. Jean Dussour s'est battu comme un lion là-dessus. Oui, et puis il ne faudrait pas oublier François Fortassin. Le premier président du syndicat mixte, José Marthe. Parce que c'est vrai que François Fortassin a été chercher la région, et José Marthe, qui était dans l'opposition de François Fortassin dans la majorité de la région, a été notre premier président du syndicat mixte. Donc c'est vrai qu'il y a eu Ils y ont cru. Et je le dis souvent, si on n'est pas ambitieux et si on ne prend pas de risques, on ne fait rien dans la vie, quoi. Et c'est vrai, investir 40 millions d'euros, je pense que si on avait affiché d'entrée un business plan avec 40 millions d'euros d'investissement, le paquet de subventions qu'on a été chercher, ces études de fréquentation ou de positionnement qui n'étaient pas grandioses, je veux dire,
sincèrement, je pense que personne aurait réalisé ce qui s'est réalisé dans les années 2000. Aujourd'hui, on est tous à essayer de chercher des schémas, des modèles économiques viables, et on oublie que sur ce territoire, le pic, c'est la tour Eiffel de nos Pyrénées, c'est un emblème, et malheureusement, on était prêt à se retrouver avec des friches industrielles. Donc heureusement qu'on a eu ces hommes-là qui ont su prendre les risques nécessaires. Et qui, quelque part, c'est leur union aussi qui a permis de réaliser l'union de tous les responsables locaux. Oui, l'union des responsables et puis l'union des scientifiques, parce que ça n'a pas été évident, parce que on était, tout à l'heure j'ai parlé 96, la signature de la concession, les investissements, et puis après nos élus avaient décidé qu'il n'y avait que le privé qui pouvait exploiter, c'était pas le public, et Sodexo et Transmontagne sont arrivés pour l'ouverture de juin 2000. Malheureusement, un accident sur le téléphérique en septembre. Au mois de décembre, nos élus rompaient le contrat avec le privé. On a démarré en régie, puisqu'on exploite toujours en régie directe, c'était une régie provisoire qu'on devait transformer dans les 3 ans en SEM. C'était Jean Glavani qui était au conseil départemental qui avait dit « moi je suis d'accord, mais dans les 3 ans, on a une SEM ». Sauf que les statuts provisoires de 2001, aujourd'hui, on a malheureusement les mêmes, et on est en train d'essayer de lutter pour effectivement les faire évoluer, parce que c'est une nécessité. Et donc maintenant, c'est toujours une concession. C'est-à-dire l'État est toujours propriétaire des... L'État est toujours propriétaire. L'État est toujours propriétaire du PIC. Nous, on est concessionnaire d'une partie qui a été bien définie. Bon, après, on travaille en très bonne intelligence et on s'entend très bien sur l'organisation du site. Donc, on est en train de se projeter sur la fin de cette concession, puisque l'État sera obligé de mettre en concurrence. Et peut-être qu'avant la fin de la concession, on mettra en place, peut-être, je dis bien au conditionnel, un établissement public de coopération culturelle où l'État et le syndicat mixte se retrouveront pour gérer le site dans sa partie scientifique et bâtie, pour que les missions qu'on mène, nous, au sein de la régie du syndicat, qui sont la réserve de ciel étoilé, qui sont le dossier de l'UNESCO, qui sont le dossier Grand Site de France ou autres, restent dans le PCC. Et par contre, qu'on crée une SAS d'exploitation sur la partie commerciale pour nous faciliter les choses. Pour ne pas perdre trop les auditeurs qui ne connaissent pas toutes ces formes d'organisation. En gros, c'est une exploitation publique avec un investissement important des élus locaux. Oui, et ce que je veux dire par là, c'est que si on se rapproche de l'État aujourd'hui, c'est pas pour que l'État ne mette pas en concurrence, c'est que quoi qu'il arrive, sur le PIC, on s'en sort bien. Nous, sur la régie, on est, je dirais, au petit équilibre sur la partie exploitation, et on rembourse néanmoins les emprunts, tous les emprunts réalisés pour les investissements, c'est-à-dire les 11 millions d'emprunts initiaux de 2000, on les a remboursés pour moitié, on a renégocié, il nous reste 5 millions d'euros, on a emprunté 2,5 millions sur la partie refonte des espaces de visite, on prend en charge le remboursement de la dette. Sauf que derrière, il est évident que si on ne dénature pas et on réduit les conditions de sécurité de nos clients, de nos personnels, je veux dire, aller chercher de l'économie, il y a deux solutions. Et soit malheureusement, on va jouer sur la sécurité, sur la qualité d'accueil et sur la qualité de nos produits. Et là, effectivement, on pourrait peut-être sortir un peu plus de bénéfices, mais qui ne satisferont jamais un privé. Et à l'inverse, on pourrait se dire... le pic, c'est bien de juin à septembre, on ouvre de juin à septembre. Sur la période hivernale, on fait Noël et février, le reste du temps, on ferme les clés et on monte les 4 scientifiques qui veulent monter sur site. Et ça n'a pas été le pari de 2000, ça n'a pas été la philosophie de François Fortassin. Et moi, je me bats avec tous les élus qui ont suivi, puisqu'on a eu Jacques Brune comme président, on a Jean-Louis Casaubon aujourd'hui. Et ces éléments-là, ils ne sont pas remis en cause, ils ont été remis
dans le passé une seule fois en cause sur le fait que pourquoi être ouvert alors qu'effectivement on perd de l'argent. Je veux dire, on a des saisons qui sont difficiles, on a de très beaux partenariats avec la station du Tourmalet. Et on a notre existence que ce soit sur le ski ou sur la balade de l'hiver. Et quand on parle aujourd'hui de tourisme 4 saisons, moi je préfère le tourisme à l'année, on est la preuve du tourisme à l'année. C'est-à-dire que l'hiver dernier, on n'a pas ouvert comme les stations de ski, mais on a effectivement un site qui permet au territoire du Tourmalet, qui permet à la station de la Mongie de remplir les parkings autant l'hiver que l'été et que tout au long de l'année. Ça veut dire que en termes de gestion, hein, je crois savoir, mais vous allez me dire si je me trompe, que vous avez réussi à rééquilibrer un peu les comptes et vous sortez un peu la tête de l'eau, non ? Mais on sort la tête de l'eau, oui. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est 7,5 millions. Enfin, 2019, hein, on ne parle pas du Covid. Hein. Ouais. On a aujourd'hui une participation de nos collectivités qui, pour moi, est une participation à la mission de service public. On vient d'avoir un contrôle à changer les comptes, mais pour les auditeurs, je ne vais pas être... oui, c'est pas le but. Mais la mission de service public, elle nous coûte 900 000 euros. Il est avéré aujourd'hui que la mission de service public, elle coûte 900 000 euros. Donc, je veux dire, les collectivités nous en donnent 300, on va chercher les 600 autres, et sur un budget de quasi 8 millions d'euros, les collectivités nous versent 315 000 euros. Donc, je veux dire, et qui représente un tiers de la mission de service public. Donc, pour moi, oui, on est équilibré, et à savoir que lorsqu'on a repris l'exploitation du privé, et qui avait été dénoncé par les services de l'État dans l'enquête administrative parce qu'ils n'avaient pas les compétences dans leur équipe et ils n'avaient pas mis les moyens suffisants pour exploiter en toute sécurité le site du Pic. Nous aujourd'hui, on s'est vraiment plié aux exigences comme partagées des services de l'État, que ce soit sur la remontée mécanique, sur la sécurité incendie ou autre, et on estime que effectivement nos comptes sont équilibrés et à savoir juste que les premières années, on était à près de 2 millions d'euros de déficit. Donc un pari audacieux qui est réussi. Je crois qu'on peut en rester là et qui fonctionne et qui est rentable. Parce qu'avec toutes les retombées, c'est plus que rentable. Est-ce que vous pourriez nous donner de façon schématique la situation du Pic du Midi aujourd'hui ? C'est-à-dire, quelles sont les activités qu'il y a, même au-delà de votre régie, hein, je pense aux militaires, je pense aux télécoms. Donc nous dire quelles sont les activités, quels sont le nombre de personnes qui y travaillent, pour qu'on ait une vue un peu schématique et globale du Pic du Midi. Je vais refaire l'histoire quand même de nos 20 ans de l'activité touristique, mais en 30 secondes. C'est-à-dire qu'on perdait 2 millions d'euros, 1,5 million à 2 millions d'euros. La Cour des comptes passe en 2005 et dit pendant 30 ans vous allez perdre entre 1 million et 2 millions d'euros. C'est plus le cas, fort heureusement. Et c'est plus le cas parce qu'on a changé de positionnement. On est parti sur un positionnement grand public en 2007 en se disant on arrête de vendre un pic vu d'en bas avec de la science et de l'astronomie qui faisait quelque peu peur. On est parti sur du grand public, un accès facile à tous au Pic du Midi à la haute montagne. On est à 3000 mètres en 20 minutes et même si malheureusement on est sur un chariot et si on est handicapé moteur, donc c'est vrai que c'est quand même notre positionnement, et derrière c'est le panorama unique exceptionnel. Et à partir de 2006-2007, on a ouvert les nuits, donc on a 15 chambres, 27 clients tous les soirs, on est complet, on commence à remplir 2023. On a à une époque organisé des soirées étoilées, jusqu'à près de 40 soirées étoilées, pour des problèmes du droit social, et puis enfin, sur l'ambiance sociale, et c'était compliqué de faire travailler et la nuit, et le soir et la journée les salariés. Donc on a abandonné, mais on va se relancer sur ces éléments-là sur le col du Tourmalet.
On a repris la restauration en 2010. Quand on a vu ça avec François Fortassin, c'était pas évident. On n'avait jamais été restaurateur. On a repris. On est très content de ce qu'on fait aujourd'hui. On a voulu une restauration basée sur des produits locaux, avec de la qualité, et qu'on arrête de dire que sur tous les sites touristiques, on mangeait très mal et c'était très cher. On a un service médiation, puisqu'on a retravaillé sur la partie intérieure en 2018, 2016, création d'un planétarium. On a un spectacle dans une coupole pour expliquer effectivement dans toutes ces coupoles qu'est-ce qui s'y passe, avec un vrai télescope, ces éléments-là, et puis on retrace bien sûr toutes les 5 activités grossièrement qu'on a aujourd'hui encore sur le site et qui ont fait l'histoire scientifique du Pic. Donc un vrai produit touristique de qualité, avec une exigence, c'était de répondre à la demande de la clientèle et aux exigences plutôt de la clientèle internationale. Tous nos textes, que ce soit au planétarium ou à la coupole, tout est traduit en anglais, espagnol et français. Donc, je veux dire, un accès aux étrangers. Et on a même un accompagnement on fait de la réalité augmentée sur un histopathe, c'est une tablette, traduit en 6 langues, puisqu'on a quelques japonais. Donc là, ça c'est l'activité touristique que vous avez. Voilà. Une activité touristique où il y a à la fois le plaisir d'être au Pic du Midi, d'avoir cette vue merveilleuse, et à la fois vous avez développé un intérêt, une curiosité pour l'astronomie. Tout à fait. Avec le planétarium, plus la possibilité d'avoir des chambres, et plus la restauration. Ouais. Et je ne parlerai pas du ponton dans le ciel. Enfin, bon, et combien de personnes travaillent là? Nous, on est à quasiment 60 TP. Donc il y a 60 TP. Ouais, et l'été, on est près de 85, puisque l'été, sur le Pic, c'est notre haute saison. Ce qui tombe bien avec la station, on a la haute saison sur l'hiver, sur le ski, et on complète pas. Donc d'un côté, on a votre activité touristique et pédagogique. À côté de ça, les scientifiques. Alors je sais que les scientifiques maintenant ils peuvent travailler sur le Pic du Midi depuis Toulouse, mais il y en a combien de scientifiques qui viennent au Pic? Avant qu'il y ait des scientifiques, il y a des techniciens. Donc il y a des techniciens, d'accord. Il y a des techniciens qui sont à temps plein et qui roulent, donc ils font partie de l'observatoire Midi-Pyrénées, l'observatoire du Pic du Midi. Je dirais, ils sont 2 minimum sur la plateforme, plus le TBL, ils sont entre 2, 3 et... Le TBL, c'est quoi? Le télescope Bernard-Rieu, désolé. 2,50 m. Ouais, 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres, qui a été pendant très longtemps le plus grand télescope d'Europe. Et donc, je dirais entre 2 et 6 techniciens régulièrement. Et ensuite, les scientifiques, ça dépend des programmes. Donc on peut avoir entre 0 et 10, 15 scientifiques sur le site en fonction de leur campagne. Plus l'université qui va en faire un lieu de formation. Plus l'université, l'université, même il y a une convention avec l'académie, les instituteurs ou maîtres d'école sont formés sur le lieu ressources du Pic par 2 personnes qui sont pris en charge par l'observatoire et par l'académie. Donc effectivement, on a déjà quand même une bonne fréquentation, même sur la formation. Donc on a ces 2 activités, mais et en plus, il y a des militaires, il y a la météo et il y a les télécoms. Alors qu'est-ce qu'il y a exactement? Je ne sais pas, parce que j'y vais jamais. C'est un bâtiment classé des défenses. Non, c'est un PS2, point sensible 2, un bâtiment classé parce qu'effectivement, on y a les transmissions de l'armée. À l'intérieur, on y trouve surtout TDF. Il y a toujours 2 techniciens de Télédiffusion de France, donc 1 ou 2. Ils ont toujours été 2. Maintenant, parfois, on n'en a plus qu'un, puisqu'il y a les conditions de sécurité avec du monde autour. On y retrouve tous les opérateurs téléphoniques, je veux dire de Orange en passant par SFR. On y retrouve encore, je ne sais pas si Sud Radio ils font de la concurrence, ils ont, je pense, encore un relais là-haut. En termes de radio, on va bientôt s'y installer. Ouais. Oui. En termes de radio, je pense que ce sont peut-être les seuls. Après, on a bien sûr la station automatique de météo au sein. Donc, moi, on a nous au Pic un contrat avec Météo France. On a la météo en direct grâce à cette station automatique, puisque c'est une station automatique que les techniciens de l'observatoire entretiennent, mais qui est automatique, et effectivement, qui est aussi sur ce bâtiment-là. On a beaucoup de radars de la DGAC.
Et voilà, bon, je pense avoir fait grossièrement le tour sur cette partie, donc un très beau bâtiment qui a été classé, enfin inscrit dans les bâtiments architecture du 20e. Enfin, oui, quelle activité sur ce pic du Midi? Oui, vous nous avez parlé, avant qu'on en vienne au projet, tout ça est intéressant, vous nous avez parlé du label Ciel étoilé. C'est quoi? Ça vous amène quoi? Qu'est-ce que ça nous amène? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Ça nous amène qu'en 98, il y a une association d'amateurs, enfin d'astro-amateurs et d'astro-professionnels, puisque le président de l'association, c'était François Collat, qui est sur le 1 mètre, qui est un scientifique de Meudon. Ils ont créé une association pour lutter contre la pollution lumineuse. On est sur un observatoire où ils luttaient déjà pour faire comprendre à nos techniciens, mais même à leurs techniciens, que ça serait bien d'éteindre les lumières et qu'avec les lumières, on ne voit pas le ciel. Et donc, surtout gêné dans l'observation. Et quand on est sur le pic, on voit tous les halos lumineux, je veux dire même ceux qui sont derrière la frontière de nos Pyrénées. On voit le halo lumineux de Barcelone, de Saragosse, et je ne vous parle pas de celui de la Mongie à une époque. Et donc, et bien sûr, Tarbes, Bagnères derrière. Donc en 2009, ils font une conférence de presse, nous on leur file un coup de main pour la conférence de presse, et puis malheureusement c'est une association, pas trop de temps, des compétences oui, mais pas de temps pour élaborer et travailler là-dessus. Et on nous a proposé, c'est l'université de Pau qui nous a proposé à nous, à la régie, d'embaucher un jeune qui voulait faire une thèse sur la réserve de ciel étoilé. Il venait d'avoir... à Ebrio, il était major le master de géographie. Et il est géographe et donc on l'a embauché 3 ans pour qu'il travaille sur ces éléments-là. Et en 2013, un an et demi après, puisque c'était 2011, et en 2013, on a labellisé la première réserve de ciel étoilé en Europe, la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, avec un périmètre, la zone cœur qui est celle du parc national et de la réserve Nignon-Vielle, et un périmètre tout autour qui représente quand même 200, près de 200, je crois que c'est 251 communes, avec plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'était la conversion de l'éclairage public. Et là, grâce au président du syndicat départemental d'électricité, et qui est aujourd'hui syndicat départemental énergie, et devinez qui était président, François Fortassin. Donc ça nous a bien aidé. Et ils se sont lancés avec l'arrivée de Bruno Rouge comme directeur dans la conversion de l'éclairage. Ils ont énormément accompagné les communes et investi sur ces éléments-là, ou même sur la Mongie. La mairie de Bagnères a investi avec le SDE plus de 200 000 euros et converti totalement l'éclairage public. C'est-à-dire que quand vous êtes au pic, vous ne voyez plus le halo lumineux de la Mongie. On a même la possibilité, ils ont même pour le moment la possibilité à la mairie de le commander sur un téléphone, un smartphone. Mais pour l'instant, on ne le fait pas et on va y regarder avec eux, puisqu'à des moments, on peut encore plus baisser. Et à d'autres moments, quand on est sur la haute saison, augmenter sur des moments où on n'a pas obligatoirement du monde là-haut. Mais il s'est fait énormément de choses sur la conversion de l'éclairage. Dans le même temps, le but, c'était d'essayer d'écrire et de mettre en sorte un règlement sur qu'est-ce qu'il faut mettre comme éclairage public ou comme éclairage privé dans les lotissements, dans les surfaces commerciales, pour ne pas polluer le ciel. Et le troisième point, c'était de dire il faut essayer de mettre en tourisme autour de cette réserve internationale de ciel étoilé, de mettre en tourisme donc cette réserve avec des hébergements innovants, comme des bulles, enfin des igloos de verre, enfin il se fait tout un tas d'hébergements insolites autour de la contemplation ou l'observation du ciel.
Voilà pourquoi on a mis en place le premier objectif, c'était surtout faire en sorte que l'observatoire ne meure pas à cause de la pollution lumineuse. Et puis le temps a passé, aujourd'hui on est en train de travailler, on va parler des projets, mais on est en train de travailler sur le col du Tourmalet dans le cadre d'un projet transfrontalier sur la protection de la biodiversité par rapport à la pollution lumineuse, puisqu'on se rend compte que la biodiversité, elle est impactée. Si vous avez à côté d'une boule d'un éclairage public un arbre, on voit qu'il sèche. Si les moustiques qui sont collés contre nos lampadaires ou contre nos phares quand on roule sur l'autoroute. Et sur les chauves-souris, il y a eu des études aussi avec le CPIE et le Parc national. Enfin, le CPIE était notre partenaire sur ce projet-là, et le Parc national qui travaille aussi sur les trams noires. Donc je veux dire, on était un des premiers. Aujourd'hui, il y en a d'autres et bien d'autres. Mais ce qui était essentiel, c'est, je veux dire, il peut y en avoir partout. Et il y a des lieux qui sont déjà protégés, des lieux qui ne sont pas bâtis. Nous, la nôtre, elle est quand même bâtie, quoi. Elle est urbaine. Quoi. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, vous faites une expérience qui pourrait être continuée dans d'autres régions, parce qu'on est de plus en plus sensible à ce problème de pollution lumineuse et l'action sur la biodiversité. Ouais, et puis on se rend compte qu'il y a la pollution lumineuse pour les scientifiques ou pour les amateurs d'astro, c'est une chose, mais on se rend compte malheureusement qu'avec la pollution lumineuse en ville, on n'accède plus au ciel, quoi. On regarde au-dessus, il est tout noir, quoi. Donc c'est quand même important d'essayer de regagner. On repart à la conquête de la nuit, quoi, d'une vraie nuit. Parce qu'une vraie nuit, c'est dans le silence et avec un ciel étoilé, quoi. Donc, Et la biodiversité est sous forme de boutade. Je dirais que c'est un peu grâce à vous que je revois de temps en temps la nuit dans la campagne des vers luisants. Ah ben oui, effectivement, c'est vrai. Ah ouais. Alors qu'ils avaient totalement disparu. Ils avaient totalement disparu. Ouais. Deux petites questions très, très pratiques. Les tarifs pour visiter le Pic du Midi, pour y manger, pour y coucher, pour participer à vos animations, en gros, si vous pouvez nous donner ces tarifs. Ben alors, comme vous êtes en âge d'avoir des petits-enfants, tarif famille, 2 adultes, 2 enfants et plus, s'il y a 3 enfants, c'est 27 € par personne. Après, on a un tarif, alors souvent on nous dit oui, c'est cher, c'est 45 € le tarif facial, lorsqu'on est adulte ou couple et qu'on arrive seul. Sauf qu'on a un site qui a des conditions d'exploitation difficiles. Et je dis souvent, si on se compare, on n'est pas. La même activité que nous, elle existe à l'Aiguille du Midi. Et ils sont à plus de 60 € l'accès. Donc ce tarif, ça comporte aussi le musée, je pense, oui, le planétarium. Pas le planétarium et la coupole. Pas le planétarium et la coupole, parce que tout simplement, on n'était pas capable d'absorber la totalité des gens dans la coupole et le planétarium, donc il fallait bien en faire une... Et il faut réserver alors si on veut aller au planétarium il faut réserver pour aller au planétarium et à la coupole, il vaut mieux réserver pour aller au Pic, et on a un logiciel de vente en ligne là, sur NP, dont on fait partie à la Compagnie des Pyrénées, et cet été on se rend compte que sur les belles journées on avait plus de 1500 personnes qui avaient réservé sur les 1700 qui montent, donc on affichait quasiment complet, enfin le matin on affichait complet et il restait quelques bennes de fin de journée, mais on a énormément, très bien travaillé cet été, et grâce à la réserve en ligne, puisque les gens maintenant s'en vont sur le web, voir quel est le temps là-haut avec notre webcam sur notre site internet, et ensuite réserve en ligne, on a l'habitude, quoi. Où qu'on aille aujourd'hui, on sait que malheureusement sur ces sites-là il faut réserver. Pour les auditeurs qui voudront réserver, il faut taper picdumidi.com. Tout simplement. Voilà, il faut le dire. Et donc, si j'ai bien entendu tout à l'heure, 2022, tout est réservé déjà. Les chambres. Les chambres. Ah oui, sur les chambres sont déjà réservées. Déjà, sur les chambres, oui. Vous en êtes en 2023. Ouais. Et les soirées Soirées, nous, on a pris le parti pris de plus en faire sur les soirées étoilées pour cause d'effectifs. On avait entre-temps, quand on a arrêté les soirées, l'année d'après, on s'est lancé dans les concerts, donc Piano Pic, mais on a fait Zazie, on a fait Boulevard Désert, et puis surtout les DJ. Donc on a fait de très belles soirées, et puis on a l'impression, on monte 700 personnes, on a l'impression que sur les terrasses, c'est un concert quasi privé.
Donc là, avec le Covid, on a tout arrêté. Donc j'espère qu'on se relancera là-dessus. Et sur les soirées, on a lancé quelques soirées cet été sur le Tourmalet, avec comme partenaire la Ferme des Étoiles à ciel ouvert, c'est eux qui animent, avec un repas soit à l'étape du Berger, soit au restaurant du Col. Et dans l'avenir, avec le bâti qu'on aura sur le Tourmalet, il y aura beaucoup plus de soirées sur le col du Tourmalet, et sur la route. C'est-à-dire que les soirées elles seront soit au col, soit peut-être au col de Sancourt. Hein. Entre col du Tourmalet et col de Sancourt. Grosse activité à prévoir. Ben, il faut. Et cette route, alors, qui rejoignait du col du Tourmalet au col de Sancourt, qu'est-ce qu'elle devient? Ben, la route, elle devient ce qu'elle est. C'était une route qui était une route touristique, hein, il faut le rappeler, parce qu'il y a une forte histoire. Hein. La route, elle date de 1930. Elle a été construite par la compagnie de chemin de fer du Midi en 1930. Et c'était une route touristique avec l'hôtellerie des Laquais, qui est juste en dessous du pic, qui avait été construite aussi dans ces époques-là. C'était 1940. Et donc il y avait de l'hébergement et de la restauration. La route, elle restera ce qu'elle est. Elle ne sera pas accessible aux véhicules. Ça sera une route de service qui est aujourd'hui empruntée soit par les gens, les ouvriers ou pendant les chantiers, les gros chantiers de l'Observatoire. Et ensuite, ce sont les bergers qui empruntent cette route. Donc la route, c'est une route de randonnée, hein, puisque le chemin de randonnée, il part normalement juste en dessous, il monte jusqu'au lac, et la dernière partie se fait par la route. Là, de nombreux promeneurs, parce que ce sont plutôt des promeneurs que des randonneurs, empruntent cette route. Donc autour de cette route, on aura toujours cette activité de promenade, de randonnée, et elle restera ce qu'elle est, quoi. Elle ne sera jamais sécurisée, jamais goudronnée, et on ne va pas commencer à y mettre. Et l'accès au pic pour les randonneurs, comment ça se passe? Et l'accès au pic, il est simple, c'est-à-dire qu'on est limité en capacité. Donc on a une capacité maxi, donc on ne laisse pas les randonneurs rentrer gratuitement sur le site sécurisé sur le site touristique, mais ils ont accès à certainement même la plus belle des terrasses, hein. Ils sont plus hauts que les clients, et ils ont quasiment le 360. Et à partir du moment où ils veulent rentrer sur le pic, ils sont obligés de s'acquitter d'une entrée de 20 €. Voilà. Donc je suis randonneur, je monte depuis le col d'Aube ou depuis la route du col de Tourmalet. Ou d'Artigues. Ou d'Artigues, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Ce qui m'est arrivé. Mais je suis monté par le col d'Aube. Et donc je peux accéder au pic du Midi. Tout à fait. Et à savoir qu'on va parler des projets après, mais on va y arriver, oui. On aura la possibilité dans l'avenir, le jour où on aura rénové l'hôtellerie des Laquais, et j'espère très bientôt, on aura la possibilité, effectivement, on donnera la possibilité à ces randonneurs de venir se restaurer, boire et leur offrir des toilettes, parce que je veux dire, quand je dis qu'on a affaire plutôt à des promeneurs qu'à des randonneurs, c'est qu'en montagne on est autonome, et malheureusement quand ils arrivent là-haut, ils attendent un peu tout. Ils montent avec pas assez d'eau, pas obligatoirement de la nourriture, et surtout une envie d'aller aux toilettes, et ils ont l'impression qu'ils vont en montagne et qu'ils vont trouver des toilettes sur tous les pics. Donc effectivement, on va offrir quelques services complémentaires. Ce ne sont pas les montagnards qui sont comme ça. Nos randonneurs de l'UTL sont responsables. On pourrait terminer avec les projets. Et quels sont les grands projets, les grandes lignes? Comment est-ce que vous voyez toute cette activité du Pic du Midi dans les années prochaines? Nous, on est sur deux beaux projets. Enfin, il y en a trois. Il y a celui de l'Observatoire dont j'ai parlé, qui est sur la partie sommitale, avec une trentaine d'hébergements, une salle de classe, et enfin des chambres pour les handicapés moteurs. Le second projet, l'entreprise Galigo est en train de couler, les élévations fondations sont coulées, donc on est sur le col du Tourmalet, à droite en montant de Bagnères, on a repris la boutique à Jean-Théo qui a été démolie, et on construit dans le cadre du projet Pyrénées la nuit, donc un musée sur la protection de la biodiversité par rapport à la pollution lumineuse, avec une coupole sur ce bâti. Il y a eu un concours d'architectes, nos élus, un jury a choisi un beau projet qui rappelle les images du pic, avec une coupole à l'intérieur de laquelle on trouvera un musée, une expo sur bien sûr le vélo et la grande boucle, hein. On ne peut pas passer à côté quand on est sur le col du Tourmalet, et ensuite une boutique, puisqu'il faut qu'on vive aussi.
donc une boutique sur le col du Tourmalet, un très beau bâtiment. Et ensuite, autour de ce bâtiment, l'objectif, c'est que nos partenaires du CPIE et d'À Ciel Ouvert mènent des animations sur la nuit, sur les soirées, en organisant des soirées autour de la biodiversité, autour de la protection du ciel étoilé et autour de l'observation du ciel. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on soit ou qu'ils soient innovants, nos partenaires, sur des escape games, enfin, je veux dire, des choses nouvelles à créer sur le col avec ce nouveau bâtiment à exploiter. On emprunte la route, on a une hôtellerie qui est la première hôtellerie de Sancourt, qui est toujours à la commission syndicale de la vallée de Barège, qui a été en partie restaurée rapidement par une association, c'est celle du Grand Raid des Pyrénées, qui fait étape et qui avait demandé à la commission syndicale l'autorisation de rénover. On les avait aidés quelque peu financièrement à une époque. Donc là, on serait sur un refuge non gardé. Il n'y a pas d'hôtellerie ou de restauration prévue. Et ensuite, on accède à l'hôtellerie des Laquais, qui était une hôtellerie à l'époque, et on veut qu'elle reste hôtellerie dans la continuité des chambres du Pic, avec un positionnement différent, c'est-à-dire qu'on aurait une hôtellerie haut de gamme, 3 étoiles plus, les étoiles ne nous intéressent pas, et elles sont obligatoires peut-être sur les financements. C'est les étoiles du ciel qu'on mais c'est les étoiles du ciel, c'est ce que je dis régulièrement quand on m'a posé la question au Pic, vous avez combien d'étoiles? Des millions au-dessus de la tête, quoi, voilà. Et au Laquais, ça sera pareil, sauf qu'on sera dans un peu plus de confort, on ne sera pas dans l'observation des étoiles, puisque c'est au-dessus dans l'observatoire, on sera là pour contempler le ciel la nuit, mais un superbe panorama, puisqu'en face on a quasiment, il est fermé un peu à l'ouest, mais on a quasiment le panorama du Pic, et quand on se retourne, on a le vaisseau des étoiles au-dessus, hyper impressionnant, donc un superbe emplacement. Donc là, on y ferait une 20aine de chambres, avec une restauration en demi-pension, sauf l'été, où on aurait effectivement pour le midi du snacking pour ces randonneurs promeneurs, et ensuite un petit téléphérique, mais juste une cabine, un petit ascenseur, qui avait déjà existé, puisque les Laquais avaient été reliés au Pic, donc on reconstruirait juste un petit téléphérique, sans construire de gare sur le haut. Le local avait été prévu dans le projet initial de 2000, pour y monter juste pour que l'hôtellerie des Laquais puisse être exploitée l'hiver. Et pour être exploitée l'hiver, mis à part redescendre du Pic, c'était impossible. Donc voilà pourquoi l'ascenseur il part du Pic. Et on espère, enfin moi j'espère, on est là sur le concours d'architectes, le choix se fait ce mois-ci sur l'équipe qui sera retenue. Derrière, il va falloir aller jusqu'à l'avant-projet détaillé, savoir si les estimations initiales sont bien identiques à ce qu'on avait prévu. On a un business plan qui normalement tient la route, et on a un maître d'œuvre sur la remontée mécanique qui est en train de préparer la consultation, puisque en maîtrise d'œuvre, en remontée mécanique, on n'est pas comme dans le bâtiment, c'est pas le maître d'œuvre qui fait le projet, ce sont les constructeurs, et on aura un coût beaucoup plus précis, et à partir de ce moment-là, nos élus du syndicat mixte, région, département, les grosses collectivités décideront de la réalisation ou pas de ce projet, mais j'espère de tout cœur qu'on pourra réaliser ce projet et avoir fini cet aménagement, parce que ce qu'on n'a pas parlé, et finir peut-être avec, c'est l'UNESCO, puisqu'on a avec l'État une lettre co-signée par le préfet, le président de l'université et le président du syndicat mixte, Jean-Louis Casebon. Le dossier a été monté en interne avec le directeur scientifique de l'Observatoire, avec nos équipes en interne, et on s'est fait accompagner juste pour la définition par Michel Cotte sur la définition de la VUE, de valeur universelle exceptionnelle, et le dossier a été déposé depuis 2 mois et demi. On n'a pas trop ou pas du tout communiqué pour le moment au ministère de la Culture. Les experts doivent être nommés ce mois-ci, et on devrait, je l'espère, rentrer sur la liste indicative de l'État français avant le mois de juin de l'an prochain, quoi. La renaissance du Pic du Midi est impressionnante, et on peut dire que vous êtes en train de réaliser un véritable pôle économique dans les Hautes-Pyrénées au Pic du Midi. Je suis totalement d'accord. Moi, ce que je dis souvent,
il faut, quand on a une boutique, quelle qu'elle soit, on met en vitrine nos plus beaux objets pour attirer les gens à l'intérieur. Je veux dire, on fait partie avec Gavarnie, avec Côte-Répond d'Espagne, avec Lourdes et la réserve du Néouviel, enfin, quelques lieux mythiques quand même de nos Hautes-Pyrénées, des grands sites déjà d'Occitanie, et je crois que c'est quand même important pour l'économie départementale, parce que le tourisme est une véritable économie, et de s'appuyer sur la locomotive qu'on a su mettre en œuvre sur ce fabuleux Et si nous avons bien compris, en vous écoutant avec ce ton passionné, vous avez dérogé à la règle que vous vous êtes fixée, et qui est sur une vidéo que j'ai vue au PIC dernièrement, où vous déclarez il faut changer d'activité tous les 5-7 ans. Ce n'est pas votre cas. Non, mais vous continuez. Ça, on m'a déjà posé la question, mais ça c'était quand... Parce que j'ai la particularité, bon, j'aime pas parler de moi, mais j'ai la particularité d'être le seul fonctionnaire à la régie du PIC, puisque moi je suis ingénieur en chef au conseil départemental et toujours payé par le conseil départemental, et je signe tous les contrats de droit privé de mes collègues de la régie du syndicat, enfin de la régie, puisque c'est l'employeur, c'est la régie du PIC, et dans la fonction publique, j'ai toujours dit tous les 5-7 ans il faut changer d'emploi, mais bon, moi j'ai eu la chance que François Fortassin à l'époque, avec le directeur général des services Jacques Anglade, me propose ce poste, et j'avais même au départ, ne pas oublier, on était deux des directeurs, avec Olivier Guyonneau qui est toujours ici, qui est directeur de cabinet de Pélieu, et on s'est retrouvés tous les deux directeurs de ce site dans un bazar terrible, parce qu'on reprenait ce que devait faire un privé, on a perdu 2 millions d'euros la première année. C'est aller expliquer à nos élus qu'il fallait... C'est une aventure, c'était vraiment compliqué, difficile au départ. Ouais, ouais. Et après, c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru, mon seul regret aujourd'hui, sincèrement, c'est que François Fortassin ne soit plus là pour voir qu'est-ce qu'il a fait du PIC, quoi, voilà. C'est une bonne conclusion. Exactement. Merci, Daniel Soucas des Soucas.